Bonsoir à tous et merci aux quelques-uns ici présents. On va essayer du coup d'aborder ensemble cette question énergétique. Effectivement, vous l'avez dit, laboratoire, chariot de manutention laboratoire, en quelque sorte, c'est possible pour nous. On a possibilité de profiter des avancées technologiques dans l'automobile, mais aussi d'être un peu plus flexible que dans leur domaine, avec des quantités de production moins importantes, et donc d'expérimenter pas mal de choses. Donc on va essayer de balayer ensemble notre vision du futur, notre vision marché de manutention sur la partie énergétique. Je resitue juste le groupe Jung Heinrich, qui est depuis plus de 60 ans maintenant un des acteurs principaux sur le marché mondial. Nous sommes 3e constructeur mondial et spécialisé dans la fabrication de matériel qui va du transpalette manuel jusqu'au transstocker, en passant par toutes les installations de rayonnage et de systèmes de solutions logistiques et intralogistiques. Notre implantation est mondiale, avec principalement, dans ce groupe familial allemand, la plupart ou la majeure partie des unités de production qui sont en Allemagne. Alors, la grande question, c'est quelle est l'énergie idéale? L'énergie idéale, cette boîte, cet inconnu qu'on est quasiment tout le temps obligé de mettre dans nos matériels pour pouvoir se déplacer ou en tout cas déplacer les charges qu'on veut manutentionner. Alors je vais partir, si vous êtes d'accord avec moi, et éventuellement on reviendra sur la partie questions sur ces points-là, mais pour nous, et j'espère pour vous, une énergie idéale, c'est une énergie qui a une densité élevée, bien évidemment, beaucoup d'énergie dans un minimum de place, un grand rendement, c'est-à-dire peu de pertes dans son utilisation, une faible maintenance, c'est-à-dire on peut l'oublier, limite pas besoin de s'en occuper, une longue durée de vie, la plus longue possible pour optimiser son investissement, son acquisition, des remplissages rapides à tout moment, remplissage rapide dans le sens recharge, c'est-à-dire quand la source d'énergie s'est vidée, en combien de temps je vais pouvoir la remettre à 100%. Et puis une infrastructure simple, c'est bien de dire il faut le remplir rapidement, mais si ça peut être le plus simple possible, pas trop compliqué, c'est encore mieux. Bon, finalement, c'est l'essence. Ouais. J'ai pas assisté à toutes les conférences avant, mais je suis pas sûr que ça fasse partie des solutions vraiment d'avenir. Donc du coup, si on veut essayer de faire un comparatif entre ces postulats-là et qu'est-ce qui est disponible sur le marché, on va trouver un certain nombre de choses. Alors il y a l'essence, le gaz, le diesel, la batterie plomb ouvert ou plomb fermé, dit étanche, la pile à combustible, on en commence à en entendre parler, le lithium-ion, on en entend un petit peu plus parler, et puis après éventuellement solution mixte, hybridation, on finira peut-être par ça. Alors, je vais partir sur d'autres solutions que celles qu'on connaît, je pense, tous, qui sont largement utilisées, le plomb et les moteurs à combustion. Ça existe depuis très longtemps, ça a déjà été largement développé, il y a encore plein de développements à faire, mais sûrement rien de révolutionnaire ou de très révolutionnaire, en tout cas à court terme. Et puis finalement, on va voir, ce sont des solutions qui ont encore un marché florissant, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain, et peut-être qu'ils vont être encore utiles. Donc intéressons-nous d'abord à la pile à combustible. Pile à combustible, on en entend de plus en plus parler, l'actualité nous le démontre, avec notamment le constructeur de voitures Toyota qui a sorti sa Mirai commercialisée en Europe bientôt, sachant qu'elle est commercialisée au Japon depuis déjà pas mal de temps. Finalement, tout ce qu'on évoque sur la voiture, on va faire exactement la même chose sur le chariot. La pile à combustible, c'est quoi? C'est un système qui transforme l'hydrogène qu'on a accumulé dans un réservoir en électricité, en ayant absorbé l'oxygène de l'air, et elle ne rejette que de la vapeur d'eau. Donc en fait, une des contraintes qu'on peut avoir sur le matériel de manutention par rapport à de la voiture, c'est qu'il faut aménager assez d'ouverture pour qu'il y ait une ventilation qui se fasse suffisamment pour à la fois apporter l'oxygène de l'air, je l'ai dit, et puis quelque part aussi un peu refroidir cette pile qui a une certaine tendance à chauffer un petit peu. Par contre, si on revient sur les principes de l'énergie idéale et qu'on s'intéresse au rendement, là, on a un petit souci. Parce que pour pouvoir faire fonctionner une pile à combustible,
il faut avoir de l'hydrogène. L'hydrogène, aujourd'hui, une majeure partie, enfin, une des sources d'hydrogène, c'est de faire l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau a un rendement d'à peu près 70%. Ensuite, cet hydrogène, il faut le compresser pour pouvoir le transporter, le stocker, l'amener à des endroits où on va l'utiliser. Et là, on aura besoin d'énergie, on aura un rendement aux alentours de 90%. Et ensuite, on va le faire passer dans une pile à combustible qui va transformer cet hydrogène en électricité. Et là, on a une pile qui va avoir un rendement d'à peu près 40%. Si on prend la chaîne globale, on est, vous voyez, aux alentours des 25%. Et on va dire qu'on peut monter éventuellement à 36, grand maximum 40%, si on va chercher de l'hydrogène issu d'énergie renouvelable ou directement sur la décomposition de matières premières. Et donc sur ce point, rendement énergétique, pas extraordinaire. En tout cas, aujourd'hui, pas extraordinaire. Deuxième point sur la pile à combustible, c'est finalement, c'est une centrale qui va produire de l'électricité, qui va vous fournir une électricité, une énergie constante. Elle se met en route, vous exploitez l'énergie ou vous ne l'exploitez pas. Ce qui va se passer, c'est qu'on va donc fournir avec la pile à combustible ce qu'on appelle cette base. Et si on parle du coup de dynamique, du fonctionnement du matériel qui va être alimenté par cette pile à combustible, ben on va avoir des zones ou des moments où on va avoir besoin de plus d'énergie. Et dans ces cas-là, on va avoir recours à des batteries tampons. Et puis en zone où en fait on va moins utiliser cette énergie produite par la pile à combustible, on va être dans une recharge de cette batterie tampon. Et finalement, un des composants essentiels de la pile à combustible, c'est une batterie lithium-ion qui vient faire office de batterie tampon. Donc là, vous voyez une schématisation du fonctionnement réel, enfin dynamique, théorique. Alors je vais vous montrer ensuite la courbe théorique, non plus théorique, mais cette fois-ci réelle. Un chariot de manutention, c'est ça. J'utilise, je le laisse ensuite à côté, je ne l'utilise plus, je l'utilise à pleine puissance. Donc ça, c'est notre dynamique. Alors la grande question, c'est où est la base, où est la dynamique? Comment dimensionner la pile à combustible pour répondre à cette attente-là? Donc finalement, on dérive vers autre chose. Et est-ce que le lithium-ion, plutôt que de servir juste de tampon, ne serait pas capable d'alimenter l'ensemble de ce fonctionnement dynamique? Et donc là, on rentre dans quelque part une explication de est-ce que finalement la batterie lithium-ion ne serait pas un début d'idéal. Je reviens sur ce côté idéal. Densité d'énergie élevée, la batterie lithium-ion, où est-ce qu'elle se situe? Plus vous êtes à droite du graphique, plus vous allez avoir d'énergie embarquée à poids équivalent. Plus vous êtes en haut du graphique, plus vous allez avoir d'énergie embarquée à volume équivalent. Donc vous imaginez bien, il faut être le plus haut possible et le plus à droite possible. Le petit carré en bas à gauche, c'est la batterie plomb ouvert. Le lithium-ion, c'est la grande fenêtre rouge. Alors on a un avantage dans la manutention, c'est que le poids, finalement, ça nous sert. Donc le poids, ça ne nous dérange pas trop. Au contraire, même, ça nous évite de rajouter du plomb ou du contrepoids. Et le volume, ça, on s'en satisfait, on va dire. Donc on ne va pas chercher de l'optimisation à tout prix, donc le lithium-ion nous va bien. Et quelque part, densité d'énergie, si on la compare à plomb ouvert qu'on a vu tout à l'heure, dans le graphique, on valide cette case-là. Le rendement. Vous vous souvenez tout à l'heure de la chaîne du rendement pour la pile à combustible. Qu'est-ce qui se passe pour la batterie lithium? C'est simple. Entre la batterie et le courant électrique, finalement, il n'y a qu'une seule chose qui intervient, c'est le chargeur. Le chargeur, lui, il a un rendement qui est proche des 93-95%. Et la batterie lithium, par rapport à du plomb ouvert, chauffe moins elle aussi en fonctionnement, donc elle est proche des 93% d'efficacité. Donc on a une chaîne globale du rendement qui est aux alentours des 86. Je vous rappelle la pile à combustible en dessous, 25. Donc là, sur cette partie-là, on est largement satisfait. Maintenance. J'ai oublié de demander à tout le monde de couper son portable au début. Mais finalement, la batterie lithium, vous en avez tous dans la poche, vous l'avez tous sur votre table de cuisine. On en a de plus en plus dans les voitures. C'est ce que je disais tout à l'heure. On profite aussi du secteur de l'automobile qui bouge sur ce sujet-là. C'est déjà très répandu dans tout ce qui est électroportatif. Finalement, on a une solution qui
qui a finalement plutôt bonne presse, qui est plutôt bien accepté et bien vécu dans le grand public. Je veux éventuellement, pour comparaison, ce qu'on a vécu au moment où on sortait les voitures avec GPL. Il y avait interdiction de se garer dans les parkings souterrains. Aujourd'hui, les chargeurs de voitures s'installent dans les maisons individuelles. On a des parkings qui offrent des places de stationnement avec recharge gratuite. Finalement, toute cette partie énergétique est passée dans la vie quotidienne. Et dans le crédit d'impôt pour la transition énergétique, l'installation de prise chez soi pour recharger des véhicules électriques était inscrite dans le cadre du crédit d'impôt. Alors ça, c'est notre tort. On n'a pas encore fait assez de pression sur les services publics pour que vous puissiez avoir des subventions pour des installations de superchargeurs. Donc pas de maintenance. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'effectivement, il y en a finalement peu, voire pas du tout. Longue durée de vie. Là, c'est la partie la plus compliquée. La plus compliquée parce que finalement, on en est au début. Ça fait quelques années qu'on s'est lancé dedans. On a déjà des retours très positifs. Mais la durée de vie d'une batterie lithium on va dire, dépend de beaucoup de choses. Si on prend le carré avec les zones A, B, C, D en haut à droite, on va en fait identifier des zones d'utilisation de la batterie. Si on considère la partie centrale, la partie D, c'est ce qu'on pourrait appeler des zones de travail type laboratoire, température constante, décharge constante, recharge constante. Donc vraiment quelque chose où la batterie va se sentir très 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 bien. Et vous voyez que sur sa courbe de vieillissement, finalement, au bout de 4000, 5000 cycles, on détecte à peine son vieillissement. Je rappelle juste qu'une batterie plomb ouvert est donnée pour 1200, 1500 cycles. Si on s'éloigne de ce point D et qu'on arrive vers le point C, B ou A, on s'éloigne des conditions idéales, soit parce que les températures fluctuent, plus ou moins fortement, ou parce que les intensités sollicitées par le matériel sont plus ou moins fortes, avec des forts appels de courant, des fortes sollicitations. Et là, pour le coup, on commence à rentrer dans le monde réel, celui de l'utilisation d'un chariot, lever des charges lourdes, se déplacer vite, accélérer, etc. Et là, un élément essentiel vient garantir que la durée de vie est quand même malgré tout largement au-delà de ce qu'on pourrait identifier comme étant des 3000 ou 4000 cycles. C'est ce qu'on appelle le BMS, le Battery Management System, et qui en fait révolutionne quelque part le monde de l'énergie et de la batterie. On n'a plus juste une prise plus-moins qui dit j'alimente mon matériel, mais on a vraiment à l'intérieur de la batterie une intelligence embarquée, un variateur qui va contrôler les éléments en température, en appel de courant, etc. Et là, quelque part, notre expérience dans le chariot, la fabrication, la conception des variateurs pour utiliser le matériel, nous amène à introduire cette expérience-là dans le variateur qui est installé dans les batteries lithium. Mais on va encore un peu plus loin. Parce qu'en plus du BMS, du Battery Management System, on va commencer à rentrer dans le PMS, le Power Management System. Et le Power Management System, c'est ni plus ni moins que l'intégration complète de la batterie dans le système complet, le système chariot, pour faire communiquer les deux ensemble. Et le variateur que j'ai expliqué tout à l'heure comme étant l'intelligence du chariot va communiquer avec l'intelligence de la batterie et lui demander si tout se passe bien, si elle se porte bien, si elle n'est pas trop sollicitée. Et en fonction de sa réponse, va éventuellement adapter la demande. Et va éventuellement dire aux autres composants du chariot, tu as demandé de rouler très vite et de lever très vite, mais la batterie est en train de nous dire qu'à cette plage de température, c'est peut-être un peu délicat de fournir autant d'efforts, donc il va falloir peut-être réduire une des deux performances, soit la traction, soit l'élévation, pour la préserver et, vous l'avez bien compris, augmenter encore sa durée de vie. Ça, pour ceux qui ont éventuellement des voitures très modernes, vous avez des fois des affichages directement sur le tableau de bord qui vous disent dû à la température extérieure un peu froide, le système de chauffage du siège sera momentanément indisponible. Donc malheureusement, c'est là qu'on a en général besoin d'avoir un siège chaud. Mais effectivement, une fois que la voiture aura commencé à se remettre en chauffe, la batterie lithium qui est dans la voiture permettant de commander ces systèmes revient à une température acceptable, cette fonction de chauffage du siège réapparaît. C'est un peu le même principe ici. Donc longue durée de vie,
encore une fois, minimum par rapport à du plomb ouvert, 2 à 3 fois plus de cycles en durée de vie. Remplissage rapide et à tout moment. Alors, si on prend l'utilisation d'une batterie classique, pendant le poste de travail, donc c'est la première courbe qui descend le plus vite, finalement vous déchargez la batterie. Au moment de la pause, la batterie reste dans son état de décharge. Vous reprenez le travail, ça continue de se décharger, etc., jusqu'à ce que ce soit vide. Et éventuellement, pour continuer de travailler ou enchaîner sur le deuxième poste, vous devez changer de batterie. L'idéal, c'est finalement la courbe que vous voyez la plus en haut et qui se prolonge jusqu'au fond à droite. C'est de dire, est-ce que j'ai assez de temps pendant la pause, pendant les pauses, soit de déjeuner, soit entre 2 postes de travail, pour recharger assez vite la batterie, réinjecter au moins autant d'énergie que ce que j'ai dépensé, ou en tout cas suffisamment pour tenir jusqu'à la pause d'après. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la courbe théorique qu'on voudrait atteindre quand on utilise de la technologie lithium-ion. La théorie se rapproche beaucoup de la réalité, puisque ça, c'est la courbe réelle, en utilisation d'un chariot sur 3 postes, c'est-à-dire aucun arrêt, si ce n'est les 30 minutes de pause à chaque poste pour que le cariste puisse manger un sandwich ou se restaurer, ou en tout cas sa pause pendant son poste de travail. Pendant 19 jours, le matériel a fonctionné avec une batterie, avec juste ces 30 minutes de charge à chaque poste de travail. Vous voyez à 2-3 endroits en fait une décharge qui est allée un petit peu bas, où on s'est peut-être approché dangereusement du statut vide. L'explication était simple, c'est que pendant la pause, le cariste avait oublié de recharger sa batterie et de la mettre en charge. Donc effectivement, on pouvait y voir un danger de ne pas aller jusqu'au bout du deuxième poste. Mais vous voyez que ça s'est très vite rattrapé à la pause d'après. Donc ça, c'est une caractéristique forte du lithium-ion, c'est qu'on a possibilité de recharger plus vite que l'on ne décharge une batterie, de réinjecter plus d'énergie qu'elle n'arrive à en libérer en un temps donné. Dernier point, infrastructure simple. Le but, vous l'avez bien compris, c'est d'éviter de faire du changement de batterie, d'éviter d'accumuler des batteries sur des engagements avec plusieurs postes. Donc nécessairement, ce qu'on veut éviter, ce sont ces infrastructures lourdes avec des systèmes de remplacement, des systèmes de table à rouleau, etc., qui vont être des infrastructures effectivement lourdes à mettre en place et à gérer. Donc ça pourrait valider le dernier point d'une source idéale. Sauf que j'ai un mais. Désolé. J'ai vendu du rêve jusque-là, mais je m'arrête là. Je m'arrête là, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est confronté, ou demain, on va être confronté à un problème. Alors peut-être que vous l'avez identifié, c'est que ce premier changement, c'est un changement d'organisation. Utiliser les pauses pour recharger, jusque-là, on disait le message inverse pour les batteries classiques. Mais partons du postulat qu'on organise le travail dans vos entrepôts, chez vous, dans votre flotte, pour que la pause soit utilisée pour charger. Et qu'on profite de ce moment-là pour réinjecter un maximum d'énergie dans tous les appareils pour repartir sur la fin de poste ou le poste d'après. On va avoir, comparativement à des courbes de charge de batterie classique, un énorme pic de courant. Alors nous, ça nous dérange pas trop. Par contre, vous, EDF, vont avoir quelques difficultés à subvenir à vos besoins et éventuellement même vos infrastructures électriques ne seront pas dimensionnées pour ça. Donc se posent des questions beaucoup plus vastes pour dire comment est-ce qu'on fait pour absorber ce pic. Alors il y a des pistes de solutions qui sont de dire, plutôt que de faire la pause des 100 caristes en même temps pendant 30 minutes, pourquoi pas les décaler et de faire 3 fois 30 minutes. On va réduire le pic à peu près par 3 ou par 2. Et puis ça, c'est une réflexion réelle que je vous retranscris aujourd'hui. Il y a même des clients qui, quand on leur suggère cette idée-là, nous disent « Ouais, c'est pas mal, parce qu'en plus, même ma cantine, je vais pouvoir la diviser par 3. Parce qu'en fait, je fais 3 passages d'équipes différents. » Donc vous voyez que sur ce dernier point, infrastructure simple, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'effectivement, ça apporte beaucoup de simplification, mais ça amène
sur des flottes importantes, avec des énergies embarquées importantes, éventuellement une question primordiale qui va être de dire comment est-ce que je réinjecte cette masse d'énergie en un minimum de temps sans perturber, comme je l'ai dit, le réseau électrique. Donc finalement, autant aujourd'hui sur les batteries 24 volts, 110 ampères, 240 ampères, 360 ampères, qui sont des batteries qui vont alimenter des transpalettes, des gerbeurs, accompagnants ou autoportés. Les batteries 48 volts qu'on va sortir cette année sur des frontaux électriques jusqu'à 2 tonnes ou des chariots mains rétractables, on peut dire que ça va pas trop poser de problème. Si par contre on commence à avoir des flottes très importantes, il va falloir se poser la question de cette masse d'énergie. Et là, on n'aura peut-être pas de solution. Vous n'aurez peut-être pas de solution. EDF n'en aura peut-être pas non plus. Donc finalement, on se dit, pour pouvoir régler ça, il y aura peut-être encore une autre piste. C'est de dire plutôt que de s'arrêter un moment, même un temps court pour recharger, pourquoi pas en profiter en ayant une sorte de chargeur intégré, embarqué, pour recharger quasiment constamment. Et d'apporter cette forme d'hybridation. Sauf que là, la boucle est bouclée. Pourquoi pas la pile à combustible ? Finalement, on est dans cette première hybridation aussi. Et même si ce que j'ai commencé à vous dire, le rendement n'est pas aujourd'hui terrible, demain, il le sera peut-être bien meilleur. Et surtout, la chaîne d'approvisionnement en hydrogène permettra peut-être d'afficher un bilan carbone bien plus avantageux. Donc aujourd'hui, la pile à hydrogène, c'est la réalité dans le marché de l'automobile, avec quelques contraintes, puisqu'on n'a pas des stations d'hydrogène à chaque coin de rue. L'avantage dans la manutention, c'est que nous, c'est cloisonné. C'est une flotte captive, c'est dans un entrepôt. Et donc finalement, la réalité, elle est déjà là. Aujourd'hui, on a un site qui fonctionne vraiment avec de la pile à combustible, qui aujourd'hui a à peu près 35 appareils qui fonctionnent sur du 3 postes. Tac. Qui fonctionnent sur du 3 postes. Sur un engagement important, donc c'est la plateforme Prélocent qui s'occupe de toute la logistique grand frais et qui est située sur le sud d'Orléans. Alors pour être économiquement viable, je vais commencer éventuellement à parler de cette partie-là pour devancer certaines questions. Aujourd'hui, il faut une flotte d'à peu près 50 appareils sur minimum 2 postes, du coup normalement changement de batterie, pour pouvoir avoir un retour sur investissement espéré en quelques années, 7-8 ans, et justifier en fait les installations lourdes, coûteuses, malgré tout, de toute la station de remplissage hydrogène. Mais ça, c'est une réflexion à l'heure actuelle sur une problématique manutention, j'ai envie de dire isolée. Aujourd'hui, les acteurs de l'hydrogène se posent beaucoup de solutions sur d'autres parties de l'entrepôt, pas que la partie manutention, la manutention mobile, mais sur le reste aussi, sur la partie chauffage, sur la partie groupe électrogène ou autre. Et si l'hydrogène devient une source finalement d'énergie pour un site, pour un ensemble d'entreprises, pour un pool d'activités, peut-être que du coup la manutention pourra profiter et dire on n'est pas contraint d'avoir une flotte importante avec un engagement très important pour que ce soit éventuellement une solution viable aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, c'était très clair. Mesdames, Messieurs, des questions ? J'arrive. Alors bonjour, je m'appelle Jean-François Carlotti d'Honnête Logistique et j'aurais une question concernant le type de chargement. Est-ce qu'il y a des solutions qui existent à base d'électromagnétisme pour faire un petit peu comme les téléphones portables du rechargement sans fil ? Bon, alors la grosse différence entre un chariot et le téléphone, c'est que c'est pas du tout la même puissance embarquée. Donc pourquoi pas un jour arriver à du chargement sans fil, mais aujourd'hui il n'y a pas assez de puissance à passer dans du Wi-Fi ou autre pour pouvoir garantir une recharge rapide, ou en tout cas donner assez d'énergie en un temps raisonnable. Donc il y a d'autres solutions qui peuvent exister, c'est des emplacements dédiés avec des contacts qui peuvent être localisés à des endroits bien précis pour pouvoir se connecter directement et s'éviter quelque part cette simple manipulation de brancher la prise batterie. Sauf que si vous regardez, je vais revenir juste au tout début de la présentation.
La photo que vous voyez derrière le logo intralogistique, c'est finalement un préparateur de commande, un chariot tout à fait classique, avec sa batterie qui paraît être tout à fait classique, sauf que c'est du lithium. Et la prise est directement accessible. Donc on a juste à effectivement arriver à côté du chargeur mural et de connecter sa prise pour se charger directement. Donc s'il y a une zone de parking identifiée, ça prend les 3 secondes de prendre la prise et de le connecter dessus. C'est une prise normale, standard? Oui, c'est les prises classiques. Alors oui, c'est les prises classiques qu'on trouve sur aujourd'hui tous les chariots de manutention et chargeurs associés. Monsieur, dame. Oui, bonjour, Daniel Herbin de Toyota. Pas chariot, hein, Toyota voiture. C'est bien la Mirai, hein. C'est la Mirai. Moi, je fais la Yaris hybride, c'est pas la même. Combien vous louez, enfin, sur votre centre logistique que vous avez ouvert, là, quel est le prix du kilo d'hydrogène et quelle est la consommation énergétique en kilo d'hydrogène, justement, pour vos piles à combustible? Alors, consommation, je m'avancerai en risquant une valeur et en disant qu'un poste, les matériels les plus courants, enfin les 33 matériels qui correspondent à des transpalettes autoportées, consomment, je crois, 1 kg d'hydrogène sur un poste. Ça doit être quelque chose comme ça parce que notre réservoir, le réservoir de la pile doit être à 1 kg ou 1,2 kg, je crois, maximum. Sur combien de temps? Un poste de travail. Voilà, un poste de 8 heures. Comme ils font de la préparation de commande, ce n'est pas nécessairement des engagements très forts en termes de motorisation, mais le matériel fait à la fois préparation de commande et chargement-déchargement de camion. Après, le prix molécule, je ne sais pas vous le donner. Mesdames, Messieurs. Juste une chose, je voulais rebondir sur ce que vous disiez sur le réseau électrique. Il y a un rapport de l'ADEME qui est sorti qui a montré que le réseau électrique français actuel pouvait supporter 20% du parc automobile en électrique. Au-delà, il faudra vraiment se poser des questions pour le redimensionner, avoir d'autres sources d'approvisionnement. Et l'ADEME, dans un autre rapport, ne recommande pas franchement au gouvernement de développer les prises à recharge très rapides qui créent un appel de puissance très fort, un ampérage très élevé, etc., etc. Donc je pense que les problèmes sont les mêmes. Alors que notre réseau gaz est pour le coup, lui, parfaitement dimensionné et largement dimensionné pour accueillir éventuellement non plus du gaz, mais de l'hydrogène. Oui, dans les années 50, il y avait 50% d'hydrogène dans le réseau de gaz. Aujourd'hui, je crois que c'est 20% maximum que le réseau peut supporter. Et se posera la question de l'origine de l'hydrogène à un moment ou à un autre. Vous l'avez signalé, pour l'instant, produire de l'hydrogène, c'est très énergivore. Mais peut-être qu'avec les éoliennes, effectivement, ou l'hydrogène produit par méthanisation. On ne sait jamais. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, j'avais travaillé avec iPulsion pour développer un peu les piles à combustible sur les chariots de mon usine il y a quelques années. Les produits que vous avez présentés, vous les vendez, vous, complets chez Young ? Non, c'est iPulsion. Aussi ? Ouais. Et là, on a parlé de préparateurs en 24, 48 volts. Sur du 80 volts, ils ont développé quelque chose ? Alors, il y a donc c'est possible techniquement. Aujourd'hui, c'est pas commercialisé encore. Mais c'est réalisable. Il faut juste que le client dise oui, on passe commande ou on passe pas commande. Pour l'instant, on est que sur du 24 ou 48 volts. Donc 48 volts sur du petit frontal électrique qu'on a vu, donc de 1,6 tonne à 2 tonnes, et les 24 volts sur les transpalettes autoportées ou préparateurs de commande. Et dernier point. C'est pas moi ? C'était le dernier. Dernier point. Pas de difficulté avec l'Adréal pour le permis d'exploiter l'installation de la centrale, des dispensers en hydrogène ? Alors a priori, ils se seraient pas mal améliorés sur ce point-là en uniformisant leurs réponses. Adréal, c'est les représentations régionales du ministère de l'écologie, pardon.
Donc autant c'était soumis beaucoup à des faits de région et de disparités il y a quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça. Autant a priori, avec justement cette poussée aussi on va dire de solutions piles à combustible dans le milieu automobile, il y a différents projets qui ont vu le jour. Je pense que vous connaissez celui dans la région normande, avec des implantations de stations hydrogène pour véhicules. Mais a priori, l'Adréal délivre beaucoup plus facilement des autorisations, ou du moins donne déjà des réponses, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant. Qu'est-ce qui la gênait? C'était le fantasme de l'explosion, comme d'habitude? L'hydrogène fait toujours très peur. Oui. Il est identifié comme étant un des gaz les plus explosifs, sauf que par chance, il est aussi un des plus volatiles. Donc, bon, malgré tout, il y a dans un subconscient collectif cette notion de dangerosité. Justement, vous parlez là, il est très volatile, il y a beaucoup de fuites. On en perd beaucoup par jour ou c'est pas mesurable? Non, c'est pas quantifiable. Sur la pile en tant que telle, à ma connaissance, c'est quasi nul. C'est juste au moment des remplissages de piles, donc du remplissage de réservoirs, qu'on va avoir un léger dégazement, mais qui est maîtrisé, qui est contrôlé et surtout qui est sécurisé avec une zone bien identifiée. Merci à tous et à demain. Si vous voulez assister au Maritime Day, je serai là dans la même salle. Au revoir, bonne soirée.